315 mètres de long, 65 mètres de hauteur, un poids total de 80 000 tonnes. Voici le Meraviglia, le dernier joyau des chantiers de l'Atlantique. Un paquebot doté des toutes dernières technologies. Et lorsque le navire sort du port, ils ouvrent les stabilisateurs. Donc c'est des profils d'ailes, comme des ailes d'avion. Un projet qui bénéficie d'un système de calcul de simulation ultra performant et d'une armée d'ingénieurs. Et au pic des études de conception détaillée, on est 450. Un puzzle géant fait de 300 000 pièces d'acier. Des tôles parfois gigantesques qu'il faut découper, puis souder à la perfection. S'il y a des fissures, ça peut être très très grave. Tout ce qui est zone des machines, donc là s'il y a des fissures, c'est des fuites et ça peut engendrer beaucoup de choses. Un chantier gigantesque, à commencer par l'immense portique, l'engin de levage le plus puissant d'Europe, capable de soulever des blocs de 1200 tonnes et de les positionner au millimètre près. Il y a un faux mouvement, c'est trop tard, on peut réagir. Le Meraviglia, c'est la construction d'une véritable cité de plusieurs milliers d'habitants qui vivent en autarcie. Le navire produit son électricité, qui a ses systèmes de sécurité, qui produit son eau. Donc c'est une ville qui se déplace, c'est la seule contrainte. Voilà. 4 années de recherche et de travaux pour une livraison au jour près. Les armateurs, il a commencé depuis 6 mois à vendre des croisières sur ce paquebot. Donc il est hors de question pour lui qu'il perde 1, 2 ou 3 semaines d'exploitation. Le Meraviglia, la merveille en italien, un géant des mers, mais aussi un des paquebots les plus écologiques jamais construits, bien que doté d'une puissance de propulsion inégalée pour ce type de navire. Pour réussir ce pari fou, le bateau a nécessité 6 millions d'heures de travail. Des milliers de femmes et d'hommes, avec cette mission, réaliser le plus grand bateau de croisière de l'histoire pour un armateur européen. Après 4 années de construction du Meraviglia, plongé dans les coulisses d'une réalisation hors norme. Un colosse des mers à 600 millions d'euros, bourré d'innovation. Le bateau du futur. Le chantier de Saint-Nazaire se situe sur la côte ouest française, à moins de 60 km de Nantes. Avec ses 150 hectares, c'est le plus grand chantier naval d'Europe et l'un des 6 plus importants au monde. Ici, on construit des bâtiments militaires, des pétroliers, des paquebots de croisière nouvelle génération. Toujours des mastodontes. L'emplacement des chantiers est idéal pour concevoir des géants des mers. L'océan Atlantique s'ouvre à quelques encablures. La profondeur à marée haute permet de sortir les plus gros navires du monde de la cale de fabrication. Pour la construction du Meraviglia, les chantiers doivent répondre à un cahier des charges très strict. La stabilité du bateau doit être irréprochable. Pour les passagers, le mal de mer, c'est la pire des sensations. La limitation du tangage constitue l'une des priorités des ingénieurs. Les vibrations ressenties dans les chambres, mais aussi sur le pont du bateau, doivent être aussi limitées au maximum. Les clients ne peuvent pas être incommodés non plus par les fumées sorties des énormes cheminées du navire. Un traitement spécifique de celle-ci est donc exigé par l'armateur. Et il n'y a pas que le confort des passagers qui fait l'objet d'études très poussées. La consommation d'énergie du nouveau paquebot a été diminuée de 20% par rapport aux bateaux de la même catégorie. Une économie de carburant de plusieurs centaines de milliers d'euros par an, mais aussi moins de rejets dans l'atmosphère. La livraison du Meraviglia a été planifiée moins de 4 ans après la signature du contrat, à une date butoir. Si le paquebot n'est pas prêt, les pénalités de retard sont exorbitantes. Plus de 100 000 euros par jour. Pour parvenir à ce pari fou, les chantiers ont mis au point des techniques révolutionnaires
et une organisation sans faille. Les bâtiments sont répartis dans plusieurs secteurs. La première étape commence par la réception des tôles nécessaires à la construction du Meraviglia. Elles arrivent directement dans un hangar à l'extrémité des chantiers. Les plaques vont être découpées dans ce bâtiment de 300 mètres de long. C'est ici que le paquebot prend vie. Les 300 000 pièces du puzzle, découpées jour et nuit, y prennent forme. C'est plusieurs dizaines de milliers de tôles qui arrivent, ça arrive par train, ça a différentes épaisseurs. On commence par les traiter contre la corrosion, puis on les découpe pièce par pièce. Ce sont des robots qui s'occupent de la découpe. Un travail au dixième de millimètre près, sur des tôles haute résistance. Ces plaques d'acier répondent à une demande de plus en plus forte des armateurs. Les navires de croisière, à l'inverse des bâtiments militaires, sont dans des configurations d'ouverture sur la mer. Le bateau doit donner une sensation de légèreté, une esthétique presque aérienne. Les tôles sont donc très fines. Autre avantage, plus le paquebot est léger et moins il consomme de carburant pour avancer. Ce processus de découpe de tôle dure 3-4 mois. En 3-4 mois, il faut qu'on ait découpé toutes les pièces qui vont constituer un navire. La découpe des pièces, c'est le premier enjeu pour les chantiers. Certaines plaques peuvent faire jusqu'à 20 mètres de long. Pour les ingénieurs, le pari était de sortir le maximum d'éléments de chaque tôle. Pour réduire au minimum la superficie des chutes, c'est par ordinateur que la découpe de chaque pièce a été calculée. Des découpes parfois complexes pour obtenir des pièces totalement hors normes. Comme celle-ci. Le bulbe. C'est un monstre d'acier à lui seul. Il a deux objectifs. Gagner de la vitesse en mer grâce à une meilleure pénétration dans l'eau du bateau et faire économiser des centaines de milliers d'euros de carburant chaque année. Loïc Morand a travaillé sur son élaboration. Un principe d'un bulbe, c'est qu'en fait, il va créer une vague qui va s'opposer à la vague qui est créée par l'étrave sans bulbe. On voit ici la première vague qui est créée par l'étrave du navire. Plus la vitesse augmente, et plus la vague grossit. Cet amas d'eau va freiner le géant. Avec l'apport du bulbe, une seconde vague va apparaître en dessous de l'étrave. La somme de la vague créée par le bulbe et la vague créée par l'étrave va donner une vague nulle. Avec la disparition de l'énorme vague à l'avant du bateau, c'est moins d'énergie dépensée pour faire avancer le colosse. La morphologie du bulbe s'adapte à l'étrave de chaque navire. Cette étude sur le profil le plus efficace d'un bulbe, c'est le travail spécifique des ingénieurs en hydrodynamique. L'hydrodynamique est quand même responsable sur la vie d'un bateau de 50% de la consommation à bord annuelle. Donc il est très important de s'assurer de la performance, d'une très bonne performance hydrodynamique. Un bulbe avec le meilleur profil possible, c'est une résistance à l'eau diminuée de 20%. Un procédé spécialement mis au point pour les très gros navires. L'autre partie du paquebot, qui est aussi confrontée à la résistance à l'eau, c'est la carène, la coque du bateau. Tout comme le bulbe, la forme de la coque du Meraviglia a elle aussi été soumise à des recherches de pointe. Elle a de la même manière bénéficié d'un nouveau système pour sa conception. Ce qui a été une révolution un petit peu sur le Meraviglia, c'est la façon dont a été menée l'optimisation. Première mondiale pour le Meraviglia, grâce à un logiciel, les paramètres de la coque ont été croisés avec les données liées aux différentes conditions de mer. Ce logiciel a bénéficié de nouveaux algorithmes très performants appelés calcul CFD, une toute nouvelle technologie d'étude de la mécanique des fluides. Ces résultats sont spectaculaires. Ils permettent de dessiner la carène du Meraviglia avec un profilage idéal.
CFD, c'est Computational Fluid Dynamics. Ça consiste à résoudre les équations de Navier-Stokes, c'est les équations qui gèrent la mécanique des fluides, avec certaines hypothèses de turbulence, et qui nous permettent de déterminer l'écoulement à travers toute la forme de la carène, à travers tout point, d'une façon numérique. Ces calculs de turbulence qui agissent sur la coque d'un paquebot en mer sont la grande révolution dans la conception du Meraviglia. Les résultats obtenus informent les ingénieurs sur la vitesse du bateau avec telle ou telle forme de coque. Ils ont permis de modéliser plus de 150 carènes différentes selon les expérimentations des chercheurs, pour au final aboutir à une forme idéale. Au résultat de ces calculs numériques, on sélectionne une forme de carène et on fabrique un modèle à une échelle qui est de l'ordre du 1/20e. Donc on a des modèles qui sont quand même très grands et qui font de l'ordre de 13 à 14 mètres de long. Et on les teste en bassin pour déterminer les performances hydrodynamiques du navire. Sur plusieurs maquettes géantes, des capteurs sont installés pour mesurer la résistance de l'eau avec une certaine vitesse. Un procédé qui existe depuis plusieurs décennies, mais qui vit probablement ces dernières heures. Car les résultats obtenus sur ordinateur sont stupéfiants. Pour la première fois, des chiffres donnés par les calculs informatiques ont la même précision que ceux relevés par les capteurs de la maquette. Et il n'y a pas que la carène du Meraviglia qui profite de cette innovation. Il y a aussi les propulseurs. Les pods, c'est leur nom, sont la deuxième révolution du Meraviglia. Ce sont eux qui sont chargés de faire avancer l'énorme masse du navire. Des monstres d'acier d'une vingtaine de mètres de hauteur, couplés à des hélices gigantesques. Ils ont une puissance de propulsion jamais encore installée sur un navire comme celui-ci. Combinant vitesse, nouvelles perspectives en matière de déplacement et confort accru des passagers, ils sont l'avenir des paquebots. Le Meraviglia est en pointe dans cette formidable révolution. Aujourd'hui, par exemple, un Airbus A320, ça fait 200 ou 300 tonnes, c'est le poids d'un pod. Michael Le Gall est l'homme qui va diriger les essais en mer du Meraviglia. L'apparition de ces propulseurs mobiles lui offre une souplesse de pilotage jamais égalée. Alors avant, on avait dans le temps des moteurs diesel avec des lignes d'arbre et une hélice, voilà ce qu'on a connu sur les vieux bateaux. Ces moteurs diesel ont été remplacés après par des moteurs électriques qui étaient beaucoup plus souples en termes de maintenance, de fonctionnement, voilà. Puis maintenant, on a directement le moteur électrique qui est dans une petite nacelle. Alors pod en anglais, ça veut dire nacelle. Donc on imagine à l'arrière du bateau deux grosses boules avec l'hélice non pas à l'arrière comme sur un hors-bord, mais à l'avant pour qu'elle puisse vraiment aspirer l'eau et avoir un flux moteur bien canalisé. Chacun des deux moteurs électriques développe 20 millions de watts, l'équivalent de 7000 machines à laver. La plus forte puissance électrique jamais sortie d'une usine pour un propulseur de cette dimension. Sur la partie arrière basse, un aileron permet d'agir sur la direction. Actionnés par le moteur, les hélices font avancer le paquebot à une vitesse maximale de 25 nœuds. Une performance pour un navire de 80 000 tonnes, l'équivalent de près de 6 000 de nos autobus. Mais ce n'est pas leur seul atout. Ils offrent une incroyable maniabilité au navire. Le pod peut tourner sur 360 degrés. On peut avoir des manœuvres dissymétriques entre le pod bâbord et le pod tribord. On peut en avoir un 90 degrés qui écarte le navire pendant qu'un est en marche arrière ou en marche avant mais retourné à 180 degrés. Voilà, donc ça a ouvert de nouvelles possibilités aux commandants en termes de manœuvre. Voilà, donc c'est des bateaux de plus en plus gros qu'on arrive à rentrer dans des places beaucoup plus petites. Résultat, le Meraviglia pourra rentrer dans des ports dans lesquels il n'aurait pas pu se rendre avec les anciens modes de propulsion. Un vrai plus pour les passagers. Autre innovation, le contrôle automatique de la puissance des moteurs a été amélioré par les ingénieurs pour ne pas risquer de catastrophe. Comme ici. Un paquebot de plus de 300 mètres de long avec 4000 passagers quitte un petit port du côté de Messine en Italie. Le capitaine n'a semble-t-il pas mesuré la puissance de ces pods. Le port se retrouve balayé par des rafales de vagues géantes, détruisant plusieurs bateaux. Le
préjudice est de plusieurs centaines de milliers d'euros. En dehors de leur puissance, ces propulseurs nouvelle génération sont aussi des outils de fluidité de la navigation. Les vibrations ressenties sur le bateau sont quasi nulles. C'est une révolution, hein. C'est une révolution et pour nous, il n'y a que des avantages avec effectivement des pods. On n'a pas de sillage lié à une ligne d'arbre ou lié à un bras de chaise qui tient la ligne d'arbre, qui en fait est le principal générateur de turbulence qui est très mal perçu par les hélices et qui en fait augmente les pressions sur la carène. Résultat, la navigation de ce navire rapide n'occasionne aucune gêne à ses passagers. Mais les pods ne sont pas les seuls à fournir l'énergie du Meraviglia. 4 moteurs diesel alimentent le bateau en faisant office de centrale électrique. C'est complètement une petite ville, hein. C'est une ville qui produit son électricité, qui a ses systèmes de sécurité, qui produit son eau, très important, également la production d'eau, qui fait du froid, de la climatisation pour le confort des passagers. Voilà, donc c'est une ville qui se déplace. Le Meraviglia, avec ses 2500 cabines, casinos, salles de spectacle et autres équipements de loisirs, est gourmand en énergie. Si on y ajoute la consommation des 7000 personnes vivant à bord, il faut répondre à des besoins très différents. On va commencer en bas avec du 11 000 volts, puis après on va alimenter chacune des tranches du navire comme en fin de compte, comme des transformateurs de lotissement, hein, voilà. Et donc là on va baisser le courant électrique en 400 volts ou en 440 volts suivant les besoins, puis on va finir par trouver dans la cabine du passager du 230 volts comme à la maison pour brancher son rasoir le matin ou le sèche-cheveux de madame. Les pods, ainsi que les 4 moteurs fabriqués par des sous-traitants, ont été transportés jusqu'ici, dans la cale de construction où l'assemblage a été effectué. Cette cale de 900 mètres de long reçoit les étages du bateau qui ont été assemblés. Comme le jeu de construction d'un géant, les blocs sont empilés les uns sur les autres. Impossible d'imaginer une telle performance sans cet engin qui permet de les déplacer. Le très grand portique, appelé le TGP, c'est la plus grande machine de levage de toute l'Europe. Un titan de plus de 5000 tonnes. L'équivalent de 10 avions A380 sur la balance. Une structure en acier hyper résistante d'une centaine de mètres de hauteur. Il peut soulever dans sa capacité maximale près de 1200 tonnes. Le Meraviglia lui doit tout. À titre de comparaison, ce navire-là, avec l'ancien portique, il aurait fallu faire une centaine de blocs. Et des blocs pas toute largeur, coupés en deux. Donc on aurait perdu en productivité, on aurait perdu en délai de réalisation. Le portique nous a permis de gagner plusieurs semaines, voire mois de temps d'occupation de la cale. C'est juste un outil exceptionnel. Le premier bloc qu'on pose, c'est généralement un bloc forcément de fond, à peu près au milieu du navire. Et puis après, on vient mettre un bloc devant, un bloc derrière, un bloc dessus, et puis petit à petit, on monte en pyramide jusqu'à assembler la cinquantaine de blocs. Ce pont roulant géant fonctionne avec 2 chariots. Dans chacun des chariots, 2 systèmes de levage positionnés aux extrémités. Dans chaque système de levage, un seul câble d'une longueur de 1400 mètres. Selon les besoins, chaque câble s'enroule ou se déroule pour lever ou descendre la charge. Chacun des câbles passe dans un palonnier, ce qui permet d'ajuster sa longueur au centimètre près. À l'autre extrémité, les attaches se fixent sur 5 points d'ancrage. Lorsque les 4 palonniers sont reliés à la gigantesque structure, celle-ci est levée de quelques centimètres.
L'équilibre de l'ensemble se fait à ce moment précis. Une fois l'équilibre parfait, le bloc est levé, déplacé au-dessus de la cale de construction, puis déposé sur le bateau. Une manœuvre de haute précision. Au sol, les élingueurs dirigent les opérations. Ils donnent des indications précises aux pilotes du portique pour que les gigantesques structures s'emboîtent parfaitement. On a toujours à faire preuve d'une part d'imprévu, notamment parce qu'on met de plus en plus de préarmement à l'intérieur, donc on essaye de mettre des tuyaux, des gaines de ventilation, des échappements, des gros équipements. Donc il se peut qu'on ait parfois quelques interférences. Et qu'au moment où on pose le bloc, on soit obligé de redémonter, de redécouper 2-3 éléments qu'on a mis. Perché à une centaine de mètres au-dessus du vide, Jackie Péris est le pilote du portique. Cela fait 16 ans qu'il travaille sur ces chantiers. Mon pilote qui est à terre, c'est mes yeux, quoi. Parce que il n'y a que lui qui peut me dire au niveau de ma distance de hauteur, tout ce qui est autour, c'est lui qui me dit, qui me donne tous les ordres. Moi, d'où je suis, je vois mieux peut-être des endroits que lui, donc je me permets de lui dire, si tu veux, je peux envoyer mes chariots au nord. Donc il me dit, oui, vas-y, tu peux y aller. Mais je lui demande toujours l'autorisation avant d'agir. Ça se joue au millimètre près, oui. Grâce à sa très grande maniabilité, le portique met moins de 3 heures pour qu'un bloc de plus de 1000 tonnes s'emboîte parfaitement dans un autre. Il n'aura fallu que 9 mois pour que le Meraviglia prenne sa forme définitive. Mais si elle est rapide, la manœuvre reste périlleuse. Sous ces montagnes d'acier, les hommes ne sont que peu de choses. Jackie Péris n'a pas le droit à l'erreur quand il s'agit de déplacer un bloc géant grâce à un simple joystick. Et là, c'est vite fait, hein. Une fois qu'il y a un faux mouvement, une fois que ça prend le ballon, il y a une main qui passe ou autre, c'est trop tard, on ne peut pas réagir, hein. Les blocs assemblés par le portique ont été montés à quelques mètres de celui-ci, dans un hangar de plus de 900 mètres. Ce bâtiment est entièrement dédié à la soudure des 300 000 pièces en tôle. Une phase dans laquelle les ouvriers remplacent les machines qui ne sont pas aussi habiles que la main de l'homme. Marie-Annick est soudeuse au chantier depuis 5 ans. Pour le Meraviglia, tout se joue au millimètre près. C'est de l'art un peu parce voilà, il y a plein de manières de souder. Et nous, c'est zéro défaut. Il faut pas qu'il y ait de défaut, quoi. Donc on reprend, on refait jusqu'à ce que on ne voie plus rien. On soude, on meule, on ressoude pour que ça soit, voilà, qu'il n'y ait pas de trou. Une soudure, elle ne doit pas être ni roulée ni creuse, elle doit être plate. Donc ça se voit tout de suite, ça. Mais d'autres soudures peuvent présenter un aspect irréprochable, alors qu'elles cachent de graves imperfections. Car le métal peut travailler, connaître des rétractations. Ces problèmes de soudure difficiles à détecter s'amplifient lorsque le paquebot est déjà assemblé. Des fois, ça casse juste au-dessus de la fissure. C'est là où il y a eu la plus de température. Et du coup, ça casse ici. Et là, ça se voit qu'après. C'est deux tôles qui, en fin de compte, sont posées l'une sur l'autre. Et nous, on vient ajouter un métal qui fait fondre une toute petite couche, qui en gros comme de la colle. Et du coup, c'est vrai que si c'est cassé, ça peut s'affaisser. Il y a des tonnes et des tonnes de métal. Du coup, c'est vrai qu'une fissure continuera jusqu'à ce qu'elle arrive à trouver une fin. Mais le problème, c'est que ça peut faire des kilomètres de fissures. Donc là, ça peut être très très grave. Les contrôles sont donc draconiens. Les tôles assemblées deviennent des panneaux de plus en plus sophistiqués avec la réalisation des premiers équipements. On va faire l'armement, les gaines de ventilation, les chemins de câbles, les tuyaux. 1500 km de câbles vont être camouflés dans les plafonds de ces panneaux.
L'objectif est de pouvoir assembler dans la cale de construction des étages déjà équipés avec le maximum de fonctionnalités. C'est un gain de temps considérable que de remplir les étages à terre plutôt que de les monter sur le bateau. Mais cette stratégie n'est valable que grâce au portique de levage qui domine le port. En investissant dans ce géant d'acier à 30 millions d'euros, les chantiers de Saint-Nazaire ont vu juste. Associé à la cale géante, capable de voir la construction de 2 navires en même temps, il a fait de Saint-Nazaire le chantier naval le plus efficace d'Europe et l'un des plus rapides au monde. Une quarantaine de mois seulement pour un géant des mers. Mais ce sont aussi les programmes de recherche et les innovations technologiques développés par les ingénieurs des chantiers navals qui ont séduit les armateurs du Meraviglia. Comme par exemple ces ouvertures gigantesques au niveau du bulbe. Ce sont les propulseurs d'étrave du Meraviglia. C'est des hélices qui poussent latéralement, qui nous permettent d'avoir un équilibre entre la possibilité de manœuvrer à l'avant et à l'arrière. C'est des orifices cylindriques, hein, ils sont 4 en ligne. Installés à l'avant, ces propulseurs agissent sur la direction prise par le navire. Associés au pod à l'arrière, ils augmentent encore la maniabilité du paquebot. Les propulseurs d'étrave sont le plus à l'avant possible du navire pour augmenter le couple qu'ils vont générer sur le bateau pour le faire tourner. Avoir un trou dans la carène, c'est synonyme de perte de résistance. Il faut savoir que un trou non optimisé peut faire perdre de l'ordre de 10% en termes de résistance, ce qui est énorme. Donc on s'assure bien qu'on a une bonne interaction ou une bonne liaison entre la carène et les propulseurs latéraux pour minimiser leurs empreintes et la résistance. Sur un paquebot comme le Meraviglia, il y a 2 façons de gérer l'eau. Il y a celle que l'on doit apprivoiser à l'extérieur pour ne pas freiner le bateau, et celle dont on a besoin à bord, la gestion de l'eau. C'est un défi majeur pour une ville flottante. « 7000 croisiéristes et personnels d'équipage vont y vivre de longues semaines. Entre les piscines, les douches des passagers et l'entretien du navire, il faut en moyenne 200 mètres cubes d'eau par personne et par jour, soit 1,4 million de mètres cubes d'eau à produire au quotidien. L'équivalent de 5600 baignoires d'eau potable par jour. Impossible de stocker la quantité d'eau nécessaire pour chaque semaine de croisière. De plus, pour consommer le moins de carburant possible, le bateau doit surveiller son poids. Il y a des très gros systèmes de production d'eau qu'on appelle les bouilleurs. Voilà, donc on va faire bouillir de l'eau de mer. Cette eau va être stockée à proximité des moteurs. La chaleur dégagée est telle que les milliers de mètres cubes pompés dans la mer finissent par bouillir. De la vapeur va alors se former, et cette eau de mer devenue de l'eau douce va être récupérée dans des cuves. À partir de 100 litres d'eau salée, on obtient 30 litres d'eau distillée grâce au système mis au point pour le Meraviglia. Il y a de la vapeur qui va se former, elle va se recondenser derrière, et puis là on va récupérer l'eau distillée qu'on va faire passer dans des minéralisateurs, voilà, comme un circuit classique, hein, voilà, de centrale de traitement et de production d'eau à terre, et puis on va produire de l'eau. Ce procédé sera de plus en plus utilisé par les armateurs, car cette eau de mer devenue eau potable est transformée en recyclant la chaleur des moteurs, une technologie économique et non polluante. La chaleur est gratuite en fait. C'est-à-dire que les moteurs qui produisent de l'énergie électrique, comme votre moteur de voiture, produit de la chaleur, et c'est cette chaleur qui, au lieu d'être dispersée dans l'atmosphère comme c'est pour une voiture ou dispersée dans un circuit d'eau et un radiateur, cette chaleur est utilisée. Mais ce dispositif nécessite d'être complété, car il ne répond pas à tous les impératifs d'une croisière. Il faut régulièrement aller en mer, puisque si tu veux faire de l'eau douce de qualité, il faut de l'eau de mer de qualité. Voilà. Il est donc impossible pour le bateau de récupérer de l'eau propre dans un port. Les ingénieurs de Saint-Nazaire ont dû trouver la parade. Lorsque le Meraviglia devra rester à quai plusieurs jours, un autre système prendra le relais.
membrane à haute performance, une sorte de filtre géant si sensible qu'il parvient à séparer le sel de l'eau. L'autre façon de produire de l'eau potable, c'est de la passer à travers des membranes. Donc là, c'est une membrane qui va séparer d'une manière mécanique, chimique, voilà, l'eau de mer et puis les éléments impropres à la consommation. Et cette eau est ensuite réinjectée à l'intérieur du réseau d'eau potable du navire. Ces appareils appelés osmoseurs, avec leur incroyable membrane qui filtre l'eau, restent une solution pour de faibles quantités. Mais les bouilleurs sont les seuls capables de produire tous les jours le 1 400 000 mètres cubes d'eau dont le bateau a besoin lors d'une croisière. On ne peut pas stocker 10, 20 000 tonnes d'eau ou tout ce qu'il faut pour faire une traversée. Le navire, au bout d'1 ou 2 jours, de toute façon, devra reprendre la mer pour retrouver des quantités d'eau importantes autour de lui, pour pouvoir pomper des quantités d'eau importantes, pour pouvoir produire des quantités d'eau douce importantes. Voilà. La qualité de l'eau des océans est un enjeu environnemental majeur. Le Meraviglia doit répondre à des directives internationales sévères en matière de rejet de ces eaux dans la mer. Elles sont traitées pour ne pas ajouter une quelconque pollution lors des traversées du navire. Le Meraviglia est un navire qui, pour le moment, n'est pas prévu pour aller en Alaska. Et pourtant, l'usine qui est employée aujourd'hui à bord est capable de traiter les eaux usées et de rejeter des eaux d'une qualité telle qu'il pourrait les rejeter en Alaska. Les eaux entourant l'Alaska font l'objet d'une surveillance extrême quant à la pollution engendrée par les grands navires. Les rejets toxiques autorisés dans cette région du globe sont les plus faibles au monde. Mais si le Meraviglia passe d'un océan à un autre, de l'Alaska à la Méditerranée, un autre problème peut voir le jour. C'est le transport d'espèces invasives à l'insu du bateau. Mathieu Laurent travaille au chantier de Saint-Nazaire sur la question environnementale. À bord du navire, il y a des caisses qui sont dédiées en fait au ballastage du navire, c'est-à-dire qu'on a besoin de les remplir ou de les vider en fonction de différentes conditions du bord. La quantité de fuel et sa répartition dans le navire fluctuent tout au long de la traversée. Les ingénieurs ont donc trouvé la solution pour maintenir l'équilibre du bateau, les ballasts. Pour garder la stabilité, donc une bonne assiette du navire et une bonne gîte du navire, on va remplir certaines caisses avec de l'eau de mer. De l'eau qui contient parfois des espèces dangereuses pour l'équilibre naturel des zones sensibles, comme la Méditerranée. Sans compter les bactéries qui se cachent dans ces eaux venues d'ailleurs. Sur ce navire, il y a un système qui permet de traiter ces eaux de ballast. Donc en fait, l'eau de mer lors d'un ballastage, donc lorsqu'on aspire de l'eau de la mer vers l'intérieur, l'eau de mer va être filtrée pour retirer les plus gros organismes parasites, puis passer dans une chambre à ultraviolet pour en fait détruire les derniers organismes, bactéries et autres qui peuvent contaminer une zone. Les ultraviolets, ces tueurs de bactéries, sont même utilisés 2 fois sur les paquebots de croisière. Une mesure sanitaire imposée par les autorités, tout comme le traitement des fumées qui sont rejetées dans les airs. On va, pour éviter d'envoyer des fumées sales à l'atmosphère, on va, donc qui sont issus tout simplement des moteurs diesel, hein, voilà, on va les faire passer dans des installations et dans des tours de lavage en quelque sorte, où elles vont être lavées à l'eau de mer, voilà, et elles vont ressortir avec un certain nombre de soufre en moins et de composés chimiques en moins. Le carburant utilisé par le Meraviglia et l'ensemble des navires de croisière est un fioul lourd de très mauvaise qualité, normalement assez polluant. Les croisiéristes ont donc demandé au laboratoire de recherche de mettre au point un système capable de limiter au maximum la pollution atmosphérique, et notamment la grande quantité de soufre présente dans les fumées rejetées par les cheminées. Le Meraviglia profite à plein des résultats de ces recherches avec les scrubbers, sorte de douche géante mise au point pour limiter les polluants dans l'air. Ils récupèrent à eux seuls 97% des rejets d'oxyde de soufre émis par les moteurs diesel du paquebot. Les scrubbers sont chargés de piéger les fumées toxiques en les mélangeant à l'eau de mer avant qu'elles ne s'échappent par les cheminées. Le soufre est mixé à une solution spéciale.
Neutralisée, cette sorte de boue est ensuite stockée sur le navire, puis déchargée au sol afin d'être traitée. C'est nouveau, alors c'est une technologie qui était en essai sur des plus petits bateaux depuis un certain nombre de temps, mais maintenant qui se généralise de plus en plus. Hein, voilà. Tout ça pour être sur une image d'un navire plus propre, plus écologique, et répondre aux exigences et aux défis du futur. Les rejets polluants, c'est un problème crucial pour l'environnement. Mais ça peut l'être aussi directement pour les passagers. Dans le cahier des charges du Meraviglia, l'armateur a demandé d'optimiser au maximum les surfaces en plein air pour les clients. Le but étant de gagner le plus de place possible sur le pont du bateau. Les promenades sur le pont, les séances de bronzage au bord des piscines sont les activités les plus prisées des passagers. Le problème, c'est qu'effectivement, des diesels, des échappements des diesels s'échappent en fait de fumées qui sont malodorantes, qui peuvent être aussi dangereux pour la santé. Donc en fait, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de retombées de ces fumées nauséabondes sur les ponts extérieurs des navires. Sur ordinateur, on a simulé les trajectoires empruntées par les gaz sortant des cheminées du paquebot. À partir de ces résultats, les cheminées d'échappement du Meraviglia ont été inclinées d'une certaine façon pour éviter que les fumées ne retombent sur les ponts. Des ouvertures ont aussi été réalisées dans ces mêmes cheminées pour que l'air qui s'engouffre à l'intérieur vienne refroidir les échappements. Les gaz chauds ont tendance à retomber un peu n'importe où. En baissant leur température avec la rentrée d'un air frais, les rejets souvent nauséabonds ne plongent plus sur les ponts du bateau. Des mesures sont réalisées en permanence sur les surfaces où les vacanciers aiment circuler. Le confort et la sécurité des croisiéristes, avant tout. Mais les gaz produits par les moteurs ne sont pas la seule source de réflexion sur les ponts des navires. Mais c'est aussi important d'avoir des vitesses de vent sur toutes les superstructures qui soient acceptables. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, lorsque le passager prend son verre à travers le pont extérieur, qu'il reçoive des bourrasques de vent. Ça, c'est le bar du claustral. Pour simuler tous les types de vent, c'est également par ordinateur que l'on calcule la pénétration dans l'air du navire, ainsi que les couloirs par lesquels le vent peut s'engouffrer. La forme du navire, associée à des systèmes de protection, comme de larges panneaux, est ainsi optimisée pour obliger le vent à emprunter certains passages, loin des vacanciers. Il faut savoir qu'avec une vitesse de vent de 20 nœuds et avec l'hypothèse d'une vitesse de navire de 20 nœuds, en disant qu'il le prend de face, ça fait une vitesse relative de 40 nœuds. Donc ce qui est énorme. Donc effectivement, il faut bien s'assurer que tous les points extérieurs soient bien optimisés et que les écrans soient bien placés afin d'avoir un confort optimal sur tous les ponts. C'est pour ça qu'on fait des études aérodynamiques pour optimiser les emplacements des écrans sur tout le pont extérieur afin de réduire au maximum le vent relatif qui peut être très important. Offrir le plaisir de voguer en pleine mer à des kilomètres de la terre ferme sans en avoir les désagréments. C'est tout le pari du Meraviglia pour qui l'expérience du passager doit être irréprochable. Dans cette optique et pour contrer la sensation terrible du mal de mer, une autre innovation a transformé l'expérience de la croisière. Un procédé invisible pour les plaisanciers, et pourtant très impressionnant sous l'eau. Car le bateau y connaît une vraie transformation, avec l'apparition de stabilisateurs, des sortes d'ailes d'avion qui ne font pas moins de 17 mètres carrés chacune. Les stabilisateurs sont positionnés à peu près à la moitié du navire. Et lorsque le navire sort du port, ils ouvrent les stabilisateurs. C'est des profils d'ailes, comme des ailes d'avion. Et en fait, ils s'orientent au fur et à mesure que le navire roule. Et il génère une force qui s'oppose à ce mouvement de roulis. Et il stabilise en quelque sorte ce mouvement. Lorsque le navire est dans le port, les stabilisateurs sont en position rentrée, car sinon il y aura un problème par rapport à la position du quai. Donc dans le port, en dessous de 6 nœuds, généralement les stabilisateurs sont en position rentrée. L'imitation des vibrations de certaines parties du bateau ou des effets du roulis
Les nouveaux géants des mers, comme le Meraviglia, font tout pour supprimer tous les désagréments, à commencer par le fameux mal de mer. Le navire de 80 000 tonnes va enfin pouvoir sortir de sa cale de fabrication. Au total, 6 millions d'heures de travail seront nécessaires pour la réalisation du Meraviglia. Aujourd'hui, c'est le début des phases de test et la mise en route des moteurs. Pour commencer, il faut remplir la cale dans laquelle il a été assemblé pour pouvoir ensuite conduire le géant sur un autre pan du chantier, à quelques centaines de mètres à peine. Un moment très important pour le bateau. La première étape pour un bateau, c'est quand il flotte. Donc quand le bateau va se mettre à flotter, on va chercher déjà à assurer une certaine étanchéité du navire. On va donc s'assurer que tout le cloisonnement, compartimentage est intègre, et puis on va commencer à mettre en service les premiers systèmes de sécurité du navire, les pompes d'assèchement au cas où on aurait une voie d'eau, et puis petit à petit, comme ça, on va commencer à assurer la sécurité ce qu'on appelle la sécurité du navire à flot. Voilà, ça c'est la première étape déjà, c'est quand le bateau, l'ouvrage métallique se transforme en bateau, quand Archimède commence à faire son travail. Voilà. C'est fait. Le bateau flotte pour la première fois, et il commence à sortir de la cale. Cette phase ne peut avoir lieu que lorsque les coefficients de marée sont au plus haut et que les conditions météo sont les plus calmes possibles. À cette étape, le navire est encore un mastodonte inerte. Il n'a aucun moteur en fonctionnement. Il doit être tracté. On met juste le nombre de remorqueurs à la taille du navire, ça va de 4 à 8, 10 remorqueurs si l'ouvrage le nécessite. Le paquebot ne part pas pour un long voyage, mais il quitte définitivement sa cale de fabrication pour en intégrer une autre qui, elle, est dépourvue de portique. On transfère le navire vers un bassin d'armement où le navire sera à flot, où pendant plusieurs mois, entre 8 et 12 mois, on va finir tous les aménagements intérieurs. Le Meraviglia prend place dans son nouveau berceau. Si sa robe extérieure laisse à penser que le navire est prêt, à l'intérieur, les femmes et les hommes des chantiers de Saint-Nazaire poursuivent leur travail. De jour comme de nuit, le paquebot est loin d'être terminé. Les 2500 chambres, les restaurants, les salles de cinéma et les discothèques ne sont pas prêts d'accueillir leurs premiers passagers. Des milliers d'ouvriers et d'artisans sont présents sur le navire au quotidien pour faire en sorte que la date de livraison fatidique soit respectée. Ils sont dans cette phase-là à faire de la logistique, de l'agencement, mais globalement on est sur un volume de 2000 à 2500 personnes, à peu près constant. C'est juste la spécialité qui se relaie au fur et à mesure de l'avancement du projet. En parallèle de ce qui est réalisé par ces nombreux corps de métier, les équipes techniques entament une phase cruciale pour la suite. Tout est électrique, hein, donc il n'y a pas de centrale nucléaire, il n'y a pas de panneau solaire encore, donc voilà, il faut bien des moteurs diesel pour faire tourner des alternateurs. Donc la première étape importante, c'est de démarrer le cœur du navire, hein, comme le cœur humain, voilà le cœur du navire qui va produire l'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le jalon de démarrage moteur diesel. Là, on commence à démarrer voilà, les premiers moteurs, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, pour avoir de la production électrique à bord. Si tu n'as pas ça, derrière, tu ne peux pas continuer à avancer. C'est vraiment un des jalons les plus importants de la construction du navire. Les ordinateurs sont allumés. On peut désormais contrôler que le Meraviglia réagit parfaitement à la détection d'un incendie, par exemple. C'est le risque principal à bord, hein, c'est le feu. Un départ d'incendie peut arriver à tout moment lors de la phase des travaux. Mais un feu qui se déclare en pleine mer, ça peut être rapidement catastrophique.
Le feu, c'est le principal ennemi sur un navire, aussi bien en construction qu'après en exploitation. Donc les navires sont très cloisonnés, par tranche incendie, par pont. Les réseaux sont autonomes, sont vraiment découplés par tranche. Si jamais on perd une tranche, eh ben on continue à avoir de l'électricité et des servitudes dans les autres tranches du navire. Il y a énormément de redondance. Qui permet de toujours assurer une continuité de service, même s'il y a eu un incident majeur. Il y a de l'isolation partout. Derrière les plafonds, les cloisons, partout, tout est isolé, soit incendie, soit phonique. Mais la quasi-totalité des ponts et des cloisons sont isolés. C'est l'un des défis majeurs dans la construction des paquebots de nouvelle génération. La nuisance sonore fait l'objet d'un traitement spécifique sur ces bateaux. En plus des propulseurs mis au point pour le Meraviglia, qui réduisent considérablement les nuisances sonores par rapport aux autres bateaux de la même catégorie, au cœur du navire, le travail d'isolation est considérable. Parmi les critères de confort perçus par les passagers, il y a le bruit et les vibrations. C'est extrêmement important. Si le passager a en permanence un brouhaha ou qu'il sent les hélices vibrer, il ne s'y sentira pas à l'aise, il ne pourra pas se reposer. Donc on travaille énormément sur l'acoustique du navire. En mettant soit un système de sol flottant, en isolant les sources de bruit, en mettant de l'isolation phonique un peu partout. Pour que le passager se sente, quand il est dans sa cabine, il ne faut pas qu'il entende la cabine d'à côté, ou il ne faut pas qu'il entende un bruit de ventilation permanente. Quand il est au restaurant, il ne faut pas qu'il entende le bruit des moteurs, ni le bruit de cuisine qui est à côté. Un des principaux critères de luxe sur un navire, c'est son silence et son confort. Les tests dans la cale d'armement ne sont pas suffisants. C'est une vraie sortie en mer qui permet de faire un état des lieux. Le Meraviglia va donc quitter les chantiers pour être confronté à la réalité. En fin de compte, on va chercher à mettre le navire dans une configuration de croisière en mer non nominale. Donc on va aller, par exemple, à la pleine vitesse du navire, dans un état de mer assez classique. Et puis on va passer dans toutes les cabines. Puis on va mesurer les seuils. Voilà, on va mesurer le bruit qu'il y a dans les cabines. Pas le bruit généré par la parole, mais le bruit généré par les bruits ambiants. Et puis on doit rester en dessous d'un certain seuil. De la même manière, au niveau vibration, on va mettre des capteurs, des petits capteurs piézoélectriques à différents endroits sur le bateau. Voilà, à différentes filets de test, à différentes allures, et puis on va voir comment le bateau vibre. C'est principalement par l'utilisation de matériaux. Et quand tu as un tuyau qui vibre, on imagine bien que si entre le support et le tuyau, on va mettre une pièce de caoutchouc ou une pièce amortissante, forcément, ça ne va pas faire de bruit. Voilà. Donc on évite forcément, déjà d'une manière très simple, les contacts métal-métal, avec des systèmes de découplage. Lors de ces essais en mer, des manœuvres extrêmes auront lieu. Le comportement du bateau, sa distance d'arrêt, son rayon de braquage, même si le système intelligent du navire limite la possibilité d'aller trop loin dans les tests. Les moteurs, effectivement, on va les pousser pas mal. On va procéder à des essais qu'on ne fait pas toujours. C'est-à-dire qu'on va imaginer qu'on a 4 moteurs en service, et puis tout d'un coup, on va mettre un arrêt d'urgence sur un moteur. Puis on va voir comment les autres moteurs reprennent la charge. Il y a des systèmes de délestage automatique, parce qu'on imagine bien que si les 4 moteurs sont chargés, et si on arrête un moteur automatiquement, il peut y avoir un certain nombre de problèmes à bord. Donc là, le système va répondre assez rapidement. Il va couper des consommateurs électriques à bord. Il va essayer de réguler la charge. Voilà. Donc on a aujourd'hui des navires relativement intelligents. On n'est pas comme dans le temps où, avant d'accélérer, on demandait au chef mécanicien de mettre un moteur de plus. Voilà. Là, le système, maintenant, il réagit d'une manière automatique. Le Meraviglia est enfin rentré dans la dernière ligne droite. À l'intérieur, les dernières finitions ont été apportées avec soin, tout en surveillant le calendrier à tenir. À 100 000 € de pénalité par jour de retard, les chantiers de Saint-Nazaire ont surveillé le compte à rebours de très près, comme à chaque livraison de paquebot. Le délai est extrêmement important pour nos armateurs. Il a commencé depuis 6 mois à vendre des croisières sur ce paquebot. Donc il est hors de question pour lui qu'il perde 1, 2 ou 3 semaines d'exploitation. Date de livraison, c'est sacré et on doit s'y tenir.
À chaque fois qu'on construit une nouvelle série de navires, on a l'impression qu'on a fait le plus gros et qu'on ne fera jamais plus gros. Et à chaque fois, on a des clients qui nous poussent à faire plus, qui nous poussent à faire plus grand, à faire encore plus bluffant pour les passagers. On a pris des paris industriels, des paris technologiques et qu'on voit que ça fonctionne, et ben on est super content. Le Meraviglia n'est pas encore tout à fait sorti des chantiers que déjà, une nouvelle série de paquebots est en construction. Sur son modèle, et grâce aux nombreuses recherches qui ont été menées pour faire de lui un paquebot hors norme, les nouveaux bateaux mis en chantier vont emprunter cette voie de l'innovation et de la protection de l'environnement. C'est vrai que les navires, on les veut de plus en plus économiques, de plus en plus écologiques, de plus en plus connectés. Les deux mots-clés pour moi, ça va être la couleur verte, hein, voilà, des navires plus verts, voilà, pourquoi pas des paquebots à voile. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui va être important pour les passagers dans les années qui vont venir, y compris dans les zones géographiques dans lesquelles les navires vont devoir évoluer, voilà, avec des exigences de plus en plus fortes, un niveau environnemental. Puis bah, c'est comme à la maison, voilà, on est aujourd'hui des générations qui avons l'habitude d'être connectées, donc le navire devrait être connecté, voilà. L'avenir est au navire toujours plus grand, avec cette volonté omniprésente d'innover, comme pour le Meraviglia. Moins de rejets dans l'environnement, une propulsion électrique généralisée et à terme, plus de moteurs diesel au cœur même du paquebot. Une gestion de l'eau encore plus efficace, des panneaux solaires à même de faire fonctionner tout un navire. Les défis qui s'annoncent pour les futures décennies n'ont décidément pas fini de transformer ce que l'on appelle les géants des mers.